Bienvenue, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité et pour être toujours au rendez-vous. On continue notre exploration des années 70. Aujourd'hui, on ouvre le numéro de mai 1979, de Playmater. Une vraie fenêtre sur le monde de l'arcade aux États-Unis à cette époque. Et petit aparté culturel, ce mois-ci, il y a un film qui commence à faire parler de lui, même s'il vient d'Australie. Mad Max. Un truc post-apocalyptique. On sent déjà une esthétique, une ambiance qui pourrait bien influencer les jeux plus tard. Bon. Notre mission pour aujourd'hui, décortiquer ce Playmater, sortir les infos clés, les acteurs importants, les tendances, et puis les petites anecdotes qui nous racontent la vie de l'industrie en mai 79. Allez, on plonge dedans. Alors, on attaque avec une nouvelle qui a dû faire du bruit chez les opérateurs, l'abrogation d'une taxe fédérale, une taxe de 250 $ sur les gaming devices. C'était quoi exactement ces gaming devices? Alors oui, c'est une grosse nouvelle, mais attention, faut lire les petits caractères. Le titre de l'article dit 1979, mais en fait, l'abrogation, elle sera effective qu'après le 30 juin 1980. Ah, 1980. Donc pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Pour 79, la taxe, elle est toujours due. Par contre, il y a une petite amélioration quand même. Si tu payais déjà une taxe similaire dans ton État, le crédit d'impôt fédéral passe de 80 à 95%. C'est toujours ça de pied, quoi. D'accord. Un petit geste, mais le gros morceau, c'est pour plus tard. Et ces appareils concernés alors? Les machines à sous, j'imagine? Oui, machine à sous, classique bien sûr, mais aussi les jeux vidéo de cartes qui commençaient à arriver, genre Blackjack, In Between. Et là où ça devient assez bizarre, c'est que les flippers étaient aussi dans l'eau. Mais pas tout le temps. Comment ça, pas tout le temps? Un flipper, c'est un flipper, non? Ben non, justement. Pour l'IRS, le fisc américain, un flipper devenait un gaming device uniquement s'il était utilisé pour un tournoi promotionnel. Un tournoi où on pouvait gagner des prix, quoi. Le reste du temps, dans le bar du coin, hop, c'était pas un gaming device. Attends, c'est complètement fou. La nature fiscale de la machine changeait juste pour un après-midi de tournoi? Exactement. Le magazine parle de bizarrerie, et franchement, on comprend pourquoi. C'était un vrai casse-tête. Mais quel intérêt, quel était le problème concret? Imagine, tu veux organiser un tournoi sympa, tu payes ta taxe fédérale de 250 $. Ok. Sauf qu'en payant cette taxe, tu déclares officiellement que ton flipper est un gaming device. Et là, problème. Dans plein d'endroits, les lois locales, elles, interdisaient les gaming devices. Ah ouais? Donc en voulant être en règle avec le fédéral, tu te mettais hors la loi au niveau local, kafkaïen. Tout à fait, c'était un piège légal et financier. Du coup, cette abrogation, même si elle arrivait qu'en 1980, c'était une vraie libération. Surtout pour les tournois de flipper, mais aussi pour les jeux de cartes vidéo et les machines à sous, bien sûr. Ça a enlevé une belle épine du pied. On comprend mieux l'impact, oui. Autre sujet, un fabricant qui innove côté service. Cinematronics. Ah oui, Cinematronics, il lance un programme de garantie et il le présente comme le premier du genre dans le jeu vidéo. L'idée, c'est d'aider les distributeurs. Pour chaque jeu acheté, le distributeur reçoit une sorte de crédit, 12,50 $ par mois. 12,50 $ par mois et par jeu. Et cet argent, c'est pour quoi faire? C'est spécifiquement pour couvrir les frais, les pièces détachées, la main-d'œuvre, pour les réparations qui sont sous garantie. Malin. Et il y a une carotte en plus, non? Une histoire de carte CPU? Exactement. Une carte CPU gratuite, le cerveau du jeu quoi, pour chaque lot de 5 jeux achetés. Et ça concerne leur nouveau jeu à l'époque, Star Walk. Et le but de tout ça, c'est quoi selon eux? C'est Tom Stroud, leur vice-président, qui l'explique. Il dit que ça vise à améliorer le service, bien sûr, mais surtout à réduire le downtime, le temps où la machine est en panne et rapporte rien. Ça, c'est le hantise de l'opérateur. Et aussi, point important, à garder les réparations au niveau local, chez le distributeur. Ça évite de renvoyer les cartes à l'usine, c'est plus rapide. Ça montre une vraie réflexion sur la chaîne de valeur, en fait. Tout à fait. On est en 79, l'industrie est encore jeune, mais elle se professionnalise. La fiabilité, le service, ça devient des arguments. Cinematronics, en faisant ça, ils vendent pas juste des boîtes de jeux, ils vendent de la sérénité, de la confiance. C'est une manière de dire, nos jeux sont peut-être complexes, mais on vous aide à les maintenir en état de marche. C'est stratégique pour fidéliser. Clairement, une industrie qui se structure donc. Et ça passe aussi par les rencontres, les salons pro. Justement, le Playmeter parle de celui de l'Ohio. L'OMA, oui, l'Ohio Music and Amusement Association, c'était leur convention annuelle à Columbus. C'est présenté comme un gros truc régional. Ohio, Kentucky, Indiana, Michigan, Pennsylvanie, les pros venaient de partout.
Et c'était juste pour voir les nouveautés, les derniers flippers, les jeux vidéo, les jukebox. Pas seulement. Bien sûr, il y avait l'expo commerciale, c'était important. Mais l'article insiste beaucoup sur l'autre aspect, la formation. Ah oui, et ils se formaient à quoi? À plein de choses très concrètes pour leur business. Il y avait des séminaires. Par exemple, un type de l'assaut national, la MOA, venait faire le point sur l'état de l'industrie. Un fonctionnaire du ministère du Travail parlait des lois sur les salaires. Très important. Et même, figure-toi, un séminaire sur le merchandising par R.J. Reynolds, le fabricant de cigarettes. R.J. Reynolds, sur le merchandising dans les salles d'arcade. Original. Oui, et un autre sur la maintenance électronique par une boîte qui s'appelait CurseCash. Donc c'était vraiment pour aider les opérateurs dans leur quotidien. On voit le tableau. Du business, de l'info pratique, de la technique. Et ce n'était pas le seul événement du genre, j'imagine. Ah non. Le magazine publie un calendrier et c'est chargé. Il y avait des salons prévus à New York, au Texas, en Illinois. Ça montre bien que l'industrie était déjà très dynamique, très organisée, avec des réseaux forts au niveau des États et au niveau national avec la MOA. Ces salons, c'était vital pour l'échange d'infos, pour les affaires, pour rester à la page techniquement et légalement. Le cœur de l'industrie, quoi. Et pour sentir ce cœur battre au quotidien, pour voir les vrais problèmes des opérateurs, il y a une mine d'or dans ce magazine. Les petites annonces classées. C'est fou ce qu'on y apprend. Ah, les petites annonces, hein. C'est clair que là, on est dans le concret, dans le cambouis de l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces annonces de mai 79? D'abord, la maintenance, la réparation, c'est omniprésent. Il y a des appels au secours. Genre quelqu'un qui cherche spécifiquement la vitre de fronton et le capot en plastique pour un Amazon Ball Baller de United. Tu sens le type qui galère. Ah oui, la pièce introuvable, le cauchemar de l'opérateur. Ça montre bien que garder le vieux matos en marche était un combat. Exactement. Et à côté de ça, tu as des offres de vente de jeux électromécaniques, les fameux EM, des titres comme Roadrunner, Super Shifter, Missile, proposés à 100 $ pièce. 100 $. Ça montre que ça valait plus grand-chose face aux nouveautés électroniques, mais que c'était encore là. C'est ça qui est intéressant, cette cohabitation. Les vieux EM qui côtoient les premiers jeux vidéo, les flippers solid state, l'industrie est entre deux âges. Il y a même des recherches pour des trucs encore plus anciens ou spécifiques. Une roulette en console, des jeux de chevaux mécaniques et même des flippers wood rail, les tout premiers avec les côtés en bois. Il y avait déjà des collectionneurs ou c'était juste pour avoir de la diversité? Sans doute un peu des deux. Et puis, il faut voir l'écosystème autour de tout ça. Les services. Justement, plein d'offres de réparation. Des boîtes qui réparent les cartes électroniques Bally, Stern, Williams, avec des tarifs affichés, 10 $, 15 $ plus les pièces. C'est précis. Oui, le service est très ciblé. Et il y a même un service de dépannage itinérant à Chicago. Roadrunner Amusement Service. Le type devait courir partout. Bip bip. Et des spécialistes de la restauration de machines à sous anciennes aussi. Tout ça, ça confirme que la maintenance, c'était le sujet. Le downtime, le temps d'arrêt. C'est l'ennemi juré. Il y a une annonce qui le dit cash. Downtime is expensive. Une machine en panne, c'est de l'argent qui ne rentre pas. C'est aussi simple que ça. Et pour faire tourner tout ça, il faut des bras et des têtes bien faites. Il y a pas mal d'offres d'emploi pour des techniciens. On cherche des gens expérimentés, capables de toucher à tout. L'électronique, solid state, mais aussi les vieux IM, les jukebox. Faut être polyvalent. Et ça suggère qu'il n'était peut-être pas si facile de trouver des gens qualifiés. La technologie évoluait vite, il fallait suivre. C'est probablement un signe de tension sur le marché du travail qualifié dans ce secteur. On voit aussi l'esprit débrouille des opérateurs. Il y en a un qui propose un système d'échange de machines entre collègues, pour renouveler sans trop dépenser. Non. Et d'autres qui cherchent activement des bons emplacements, genre dans les centres commerciaux. L'emplacement, c'était déjà clé. Et même si c'est juste du texte en noir et blanc, ces annonces, elles nous disent des choses sur la façon de communiquer, sur ce qui avait de la valeur. Ah oui, c'est très révélateur. Déjà, le message est hyper pragmatique. J'ai ça, je répare ça, je cherche ça. Très orienté solution technique. Ensuite, on voit bien que l'ancien et le nouveau cohabitent sur le marché. Il y a de la demande pour les vieilles pièces, les wood rails, mais aussi pour les kits de conversion vidéo pour moderniser les bornes. On ne jette pas facilement, on répare, on transforme. Exactement. L'obsolescence programmée, c'était pas encore tout à fait ça, on dirait. Troisième point, le service rapide et la compétence sont mis en avant. Les réparateurs promettent des délais courts, 24 heures. Les offres d'emploi insistent sur l'expérience. La fiabilité, c'est pas juste la machine, c'est le service autour. Et enfin, l'argent, bien sûr.
omniprésent. Les offres d'achat top cash, les prix affichés, les special offers. On sent que chaque dollar compte. C'est un marché très transactionnel, très terre à terre. C'est vraiment l'économie de l'arcade au quotidien. C'est fou comme ces quelques pages nous donnent une image vivante de cette époque. Tout à fait. Si on résume ce que nous dit ce Playmater de mai 79, on est une industrie en pleine transition. Transition réglementaire, avec cette taxe qui bouge doucement. Transition technologique surtout, avec ce mélange AM, solid state, vidéo. C'est un moment charnière. On sent aussi que la fiabilité, le service après-vente, ça devient de plus en plus important. L'initiative de Cinematronic, c'est un symptôme de ça. Le marché mûrit. Et puis surtout, il y a cette image très forte qui ressort des annonces. Une communauté d'opérateurs très active, très organisée, mais qui se bat au quotidien avec la maintenance, les pièces, le personnel. C'est loin de l'image facile de la machine à sous qui rapporte toute seule. C'est un vrai boulot, technique, exigeant. Oui, ça donne une perspective beaucoup plus réaliste. Moins glamour peut-être, mais plus intéressante. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question un peu ouverte. Toute cette importance de la réparation, de la maintenance, cette culture de devoir ouvrir la machine, de comprendre comment ça marche, de bidouiller. Est-ce que ça n'a pas eu une influence qui dépasse l'arcade? Est-ce que cet état d'esprit, cette nécessité de dépanner, n'a pas résonné avec les débuts de la micro-informatique personnelle, qui naissait un peu au même moment, dans les garages? Ces deux mondes, l'arcade bruyante et l'informatique naissante, partageaient peut-être cette culture de la débrouillardise technique. C'est une piste, quoi. Voilà. C'est sur cette réflexion qu'on referme notre Playmeter de mai 1979. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration. On espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos archives.